Alexandre Rode, consultant sûreté et chercheur spécialisé sur les questions de terrorisme, désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, des centaines d'établissements scolaires sont visés depuis plusieurs semaines partout en France par des menaces d'attentats. Certains d'entre eux sont même restés fermés par mesure de sécurité le temps que le doute soit levé. Ce sont des menaces qu'il faut prendre au sérieux qui dépassent les simples canulars évoqués au départ. Alors encore une fois, c'est prudent dans cette qualification. La majorité des cas qu'on a eu en France où on a eu une menace avant, de menaces qui visaient un lycée ou un collège, dans la majorité des cas, c'était un canular organisé souvent par de jeunes adultes ou par des adolescents. Évidemment, il y a une menace terroriste qui existe, mais pour l'instant, elle n'a pas pris la forme de menace avant un passage à l'acte. Hier, plusieurs adolescents ont été arrêtés dans les Hauts-de-Seine. L'un d'entre eux a notamment reconnu les faits. Comment expliquer, d'après vous, ce phénomène, ces jeunes qui décident finalement de pirater des espaces numériques de travail et de menacer des élèves au nom de l'État islamique ? Alors, je ne suis pas psychologue, mais on voit que c'est un phénomène qui dépasse la France. Il y a une problématique similaire aux États-Unis et que les élèves ou les jeunes adultes qui participent à ce genre de faits le font un peu par provocation et en choisissant, un format d'attaque qui marque au niveau national. Aux États-Unis, c'est les menaces de fusillade de masse, comme on a pu le voir à Columbine, par exemple, ou à Parkland il y a quelques années. En France, c'est les menaces d'attentats djihadistes parce qu'on sait qu'il y aura une réaction plus importante de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle génération de djihadistes justement plus jeunes et souvent endoctrinés par Internet et les réseaux sociaux ? Alors, si la menace actuelle djihadiste, c'est vrai, à des gens qui ont des profils plus jeunes, on a pu le voir notamment avec l'attaque de Arras en milieu scolaire au mois d'octobre, il faut bien distinguer ces djihadistes qui passent à l'acte, qui sont, c'est vrai, plus jeunes depuis quelques années, des gens qui menacent, les établissements scolaires, qui sont pour la plupart pas djihadistes, mais qui le font par provocation. Alors, hormis les jeunes qui ont été démasqués, donc auteurs de ces menaces sur Internet, nombreux sont ceux encore à être anonymes. Le gouvernement promet qu'ils seront traqués et sanctionnés. Comment peut-il procéder en coordination, j'imagine bien sûr avec les forces de police et de gendarmerie pour les retrouver ? Encore une fois, il faut être prudent sur le fait de révéler les méthodes du gouvernement. Il y a un certain nombre d'éléments sur Internet qui peuvent le faire. Et même les systèmes de protection qui peuvent être utilisés par un certain nombre de ces faussaires ou des gens qui essaient d'organiser ce genre de mouvement de panique. Si on connaît les forces de l'ordre, on a des solutions techniques pour les détecter. Alors ces menaces et ces attaques surviennent aussi dans un contexte d'alerte maximale après l'attentat de la semaine dernière dans la banlieue de Moscou, revendiqué par l'État islamique. Ces établissements scolaires pourraient-ils être visés, d'après vous, aussi par des attaques autres que françaises ? Pourrait-il aussi s'agir d'ingérences étrangères ? Encore une fois, c'est pas complètement impossible. On a vu un certain nombre de fausses menaces qui avaient pu être organisées cet été, je pense contre la Tour Eiffel ou contre le château de Versailles, des gens qui étaient basés à l'étranger et qui passaient des menaces de là pour, empêcher ces établissements d'ouvrir ou les obliger à être évacués. Donc c'est des choses qui sont possibles également dans ces fausses menaces. Je ne sais pas si c'est le cas pour l'établissement scolaire. Le plan Vigipirate a été relevé en France il y a une semaine à urgence attentat, donc son plus haut niveau. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et qu'est-ce que cela implique pour les Français ? Encore une fois, ça permet de rappeler, à tout le monde qu'il y a l'état d'avoir une posture sécurité-sûreté, qui soit adéquate. On a une menace terroriste en France qui est constante depuis quelques années. On a vu une certaine remontée l'an dernier de ces éléments-là, et ça permet, au gouvernement d'indiquer qu'il faut, rester au point sur ce sujet, garder une certaine vigilance dans tous les établissements qui pourraient être une cible. On a également appris que 2 attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année, dont l'un d'eux qui visait des cibles juives. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont encore davantage menacées depuis le 7 octobre et cette déclaration aussi de l'État islamique le 19 octobre qui appelait à frapper les juifs et leurs intérêts ? Tout à fait. On avait eu, sur ces dernières années, depuis 2015, un nombre d'attentats contre les cibles juives qui avait réduit. Depuis 7 octobre, ça a changé. Quand on voit les arrestations qu'on a pu avoir, et les attentats qui ont pu être déjoués, on a un nombre plus important de cibles juives depuis 7 octobre, c'est évident. On parle énormément donc depuis plusieurs jours, voire semaines, de ces menaces qui visent la France, les établissements scolaires. Certains experts de sécurité affirment que cela diffuse la terreur et alimente le jeu des terroristes avant même qu'il y ait des attentats. C'est un constat que vous partagez. Il faudrait en parler le moins possible finalement de ces menaces. Alors encore une fois, quand on travaille sur les questions de sûreté, il y a 2 écueils à éviter. Le premier serait la naïveté, dire on n'en parle pas et ça n'arrivera pas de toute façon. Et le deuxième serait la paranoïa en disant ça peut arriver à tout moment, il faut être prêt. Je pense qu'il faut avoir un discours mesuré, expliquer que ce phénomène-là existe, qu'il faut s'y préparer d'une façon ou d'une autre, chacun à son niveau. Ce serait dangereux de ne pas en parler du tout. Évidemment, il faut parler également avec un peu de mesure et de précision si on veut, traiter ce type de sujet.
Dernière question, Alexandre Roth, que diriez-vous ce matin aux Français, aux auditeurs qui nous écoutent? Quels sont les comportements les plus sûrs à adopter en ce moment face à l'ampleur de ces menaces? Encore une fois, comme c'est le cas à chaque fois, on reste vigilant. Si on a le moindre doute sur une situation qui peut paraître dangereuse, on prévient les forces de l'ordre. Il n'y a pas de danger à prévenir et se retrouver qu'on s'est trompé et que la situation n'est pas aussi dangereuse qu'on peut le penser. Et pour les gens qui veulent s'impliquer, il y a de nombreuses façons de le faire. Rejoindre les réserves de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, se former au secourisme, des choses comme ça qui peuvent être utiles. L'important, c'est de s'informer et de le faire dans des conditions qui sont le plus précises possible et le plus sérieux possible. Merci beaucoup Alexandre Roth, consultant sûreté et chercheur spécialisé sur les questions de terrorisme, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Très bonne journée à vous. Merci à vous.